La tolérance, zéro. Tout le monde en veut. Jusqu'au jour où elle s'applique à eux. Dans la partie 1, on a vu pourquoi la France produit des lois sans les appliquer, et pourquoi quand elle décide vraiment d'appliquer, ça change les comportements. Mais il reste une question que personne ne pose vraiment. Une question qui dérange. Combien de liberté êtes-vous prêt à perdre pour gagner de l'ordre ? Parce qu'une France plus stricte, au début ça rassure. Plus propre, plus calme, plus ordonnée. Mais poussée jusqu'au bout, cette France peut devenir quelque chose de très différent. Et aujourd'hui, on va voir exactement ce que ça donne. Le revers que personne n'anticipe. La vraie réforme que personne ne veut entendre. Et la réponse la plus honnête possible à la question du début. Mais avant de conclure que cette France plus stricte serait forcément meilleure, il faut regarder l'autre côté. Parce que la tolérance zéro a un détail que beaucoup oublient. Elle ne s'applique pas seulement aux autres. Elle finit toujours par s'appliquer à vous. Au début, une France plus stricte peut sembler très attirante. Plus propre, plus calme, plus respectueuse, plus ordonnée. Mais si on pousse la logique jusqu'au bout, une question beaucoup plus dérangeante apparaît. Combien de liberté êtes-vous prêt à perdre pour gagner de l'ordre ? Parce qu'appliquer vraiment toutes les lois, ce n'est pas seulement arrêter les criminels violents, c'est aussi sanctionner les petites infractions. Toutes les petites infractions, tout le temps. Stationnement, déchets, bruit, infractions routières, retards administratifs, règles locales, occupation illégale, petites incivilités, comportements gênants. Et pour faire ça, il faut surveiller, beaucoup plus surveiller. Caméra, contrôle, lecture automatique des plaques, amende automatisée, croisement de fichiers, présence policière renforcée, procédures accélérées, tolérance zéro. Sur le papier, beaucoup de gens disent vouloir ça, mais dans la vraie vie, la tolérance zéro devient moins agréable quand elle tombe sur vous. Parce qu'une société très stricte ne choisit pas seulement les règles qui vous arrangent, elle applique aussi celles que vous trouvez absurdes. Elle ne sanctionne pas seulement les autres, elle sanctionne aussi vos oublis, vos erreurs, vos retards, vos écarts, vos petits arrangements avec le quotidien. Et c'est là que le débat devient sérieux. Oui, une loi appliquée protège, mais une loi appliquée sans discernement peut aussi écraser. Oui, l'ordre rassure, mais l'ordre absolu peut devenir étouffant. Oui, les citoyens veulent être protégés, mais ils ne veulent pas forcément vivre dans un pays où chaque erreur déclenche automatiquement une sanction. Donc la vraie question n'est pas « faut-il appliquer la loi ?» Tout le monde est pour, en théorie. La vraie question est « quelle loi ? À quel niveau ? Avec quelle proportion ? Avec quel contrôle ? Et surtout, qui surveille l'État pendant que l'État surveille les citoyens ? Parce qu'un État faible ne protège pas, mais un État trop puissant peut inquiéter. Et entre les deux, il y a une ligne très fine. C'est exactement le piège des débats sur la fermeté. On imagine toujours la loi comme un bouclier, mais elle peut aussi devenir un poids. Tout dépend de la manière dont elle est appliquée. Avec proportion, elle protège. Sans proportion, elle écrase. Avec discernement, elle rassure. Sans discernement, elle automatise la peur. Et là, la France ne deviendrait pas seulement plus stricte, elle pourrait devenir plus administrative, plus surveillée, plus froide, plus dure avec les citoyens ordinaires, et peut-être pas forcément plus juste. Donc si la réponse n'est pas simplement plus de lois, et si la réponse n'est pas non plus tolérance zéro partout, alors il reste une question. À quoi ressemblerait une vraie réforme sérieuse ? Pas une réforme qui parle fort, une réforme qui fonctionne. La vraie réforme ne serait peut-être pas spectaculaire. Elle ne tiendrait pas dans une phrase choc. Elle ne ferait peut-être même pas une belle affiche, mais elle serait beaucoup plus profonde. Elle commencerait par une idée simple. Arrêter d'empiler des lois et commencer à appliquer celles qui existent déjà. Première priorité, rendre les sanctions plus rapides. Parce qu'une sanction 2 ans plus tard n'a pas le même impact. Pour la victime, c'est trop long. Pour l'auteur, c'est trop lointain. Et pour la société, le lien entre l'acte et la conséquence disparaît. Une réponse rapide n'a pas toujours besoin d'être énorme, mais elle doit être claire, elle doit être visible. Elle doit arriver assez tôt pour que le cerveau comprenne. Ce que j'ai fait a produit une conséquence. Deuxième priorité,
Concentrer les moyens là où la vie quotidienne est vraiment détruite. Les violences, les menaces, les trafics, les cambriolages, les dégradations répétées, le harcèlement, les récidives, les endroits où les habitants ont le sentiment que la loi ne passe plus. Parce qu'appliquer chaque règle partout de manière aveugle peut devenir absurde. Mais appliquer la loi là où la vie des gens est réellement abîmée, ça devient vital. Troisième priorité. Assumer les petites sanctions visibles, parce que les petites règles protègent les grandes. Si tout le monde voit que les petites infractions ne sont jamais sanctionnées, un message passe. Ce message dit « la règle est négociable ». Et quand ce message s'installe, il finit par contaminer le reste. Donc oui, il faut sanctionner les infractions du quotidien, mais avec proportion, avec clarté, avec régularité. Pas pour humilier, pas pour remplir les caisses, pour rappeler que la règle existe encore. Quatrième priorité, réformer la prison. Pas seulement construire plus de places, même si la question des places est incontournable, mais construire des cellules sans préparer la sortie, c'est souvent fabriquer un problème pour plus tard. Parce qu'une prison doit punir, oui, elle doit protéger, oui, mais elle doit aussi empêcher que la même personne ressorte avec les mêmes problèmes, les mêmes fréquentations, les mêmes addictions, le même isolement, le même rapport à la violence, et parfois plus de rage qu'avant. Les chiffres du ministère de la Justice montrent que la récidive après la sortie de prison reste un enjeu majeur. 34,2% des sortants de prison en 2021 ont à nouveau été condamnés dans l'année qui a suivi leur libération, et le taux atteint 61,7% à 5 ans pour les sortants de 2017. Donc une prison utile ne peut pas être seulement un lieu d'attente. Elle doit avoir une logique claire. Formation, travail, soins, addiction, santé mentale, suivi, logement, obligations, contrôle et sanctions immédiates si la personne recommence. Ce n'est pas du laxisme, c'est de la sécurité à long terme. Parce qu'un détenu qui sort sans compétences, sans cadre, sans suivi et sans perspective, ce n'est pas seulement son problème. C'est un risque pour tout le monde. Cinquième priorité, arrêter de confondre fermeté et communication. La fermeté, ce n'est pas annoncer une nouvelle loi après chaque drame. La fermeté, c'est appliquer les règles existantes quand les caméras sont parties, quand le sujet ne fait plus la une, quand c'est long, quand c'est cher, quand personne ne peut en faire un slogan. C'est ça, le vrai test. Pas la phrase prononcée après un fait divers, mais la conséquence réelle 6 mois plus tard. Alors, on revient à la question du début. Si la France appliquait vraiment toutes ces lois, est-ce qu'elle deviendrait plus libre ou moins libre ? Voilà ce que les données montrent vraiment. Les pays qui ont le mieux réussi à réduire la criminalité, la Norvège, le Japon, Singapour, n'ont pas tous choisi le même modèle. Singapour a choisi la fermeté totale. La Norvège a choisi la réinsertion. Le Japon a choisi la honte sociale et la rapidité des sanctions. 3 modèles différents, 3 résultats différents. Mais un point commun. Dans chacun de ces pays, quand la loi dit quelque chose, il se passe quelque chose. Pas peut-être. Pas dans 2 ans. Quelque chose de concret et de visible. C'est ça qui fait la différence. Pas la sévérité, pas l'idéologie, la certitude. En France, cette certitude a été progressivement érodée. Pas parce que les Français sont moins respectueux des règles que les autres, mais parce que le système a été surchargé, sous-financé, et souvent utilisé comme outil de communication plutôt que comme outil de justice. Donc la réponse honnête à la question du début, est-ce que la France deviendrait plus libre ou moins libre ? Elle deviendrait plus libre. Mais seulement si elle choisit la bonne méthode. Sanctions rapides plutôt que sanctions lourdes. Moyens concentrés sur ce qui détruit vraiment la vie quotidienne. Prison qui prépare la sortie plutôt que prison qui fabrique la récidive. Et surtout, une parole publique qui tient. Pas de promesses après les drames. Des résultats visibles 6 mois plus tard. C'est ça, une France plus libre. Pas une France plus surveillée. Pas une France qui empile les lois. Une France où la loi protège vraiment ceux qui la respectent. Le vrai problème français,
Ce n'est pas qu'il n'y a pas assez de lois, c'est qu'une partie du pays ne croit plus assez aux conséquences. Et quand un pays ne croit plus aux conséquences, il ne respecte plus vraiment ses propres règles. Donc la vraie question n'est pas « faut-il encore voter une nouvelle loi ?» La vraie question est beaucoup plus dure. Est-ce que la France a encore le courage d'appliquer celle qu'elle a déjà votée? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. La partie 1 est là si vous ne l'avez pas encore vue. La prochaine hypothèse arrive dimanche, et celle-là touche un sujet encore plus explosif.